bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Les inondations de la rivière Ndjili ont hélas occasionné mort d'hommes, perte de biens de valeur et ont laissé désolation dans plus d'une famille. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé à leur chevet lundi 7 avril au stade Père Raphaël de la Kétule pour un soutien voulu mémorable. Vous l'avez compris, nous allons faire focus sur le titre de notre sommaire. Nous recevons pour vous avec bonheur Maître Cédric Kabea. Il est juriste de formation, avocat de pratiquant et même apprenant au niveau de DS, au niveau de l'université de Kinshasa. Maître Cédric Kabea, bonsoir. Bonsoir, M. Eric Isaac. Et l'actualité, vous le savez, elle est dominée ici à Kinshasa et même par devers l'ensemble du territoire national aussi parce qu'il y a mort d'hommes par rapport à tout ce qui s'est passé à la suite des inondations intervenues de vendredi à samedi, au lendemain de l'installation de familles sinistrées dans les gymnases soigneusement aménagés. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien sûr accompagné de son épouse, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est déplacé personnellement sur le lieu du stade Père Raphaël de la Kétule de Rio, au quartier 20 mai. Une présence saluée, remarquable, un geste de compassion. Cette visite empreinte d'écoute, d'espoir, témoigne de l'engagement du couple présidentiel congolais à demeurer au chevet de chaque enfant de la RDC en quête d'un soutien notable, surtout en période des épreuves de ce type, parce que, au-delà de verbes ou de la parole, venir à la rencontre de familles éplorées et victimes équivaut à activer les débuts d'une solution. On doit rappeler à l'opinion que ces inondations de la rivière Ndjili ont occasionné au moins 30 morts et que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit et rappelé et martelé même que rien ne sera négligé. Et justement, on va faire le constat sur le terrain. Inondation à la suite de la crue de la rivière Ndjili qui a débordé de son lit. Et les eaux ont un peu baissé, permettant à présent aux véhicules, autres engins automoteurs de rouler et circuler sur le tronçon qui mène plus loin que le pont de la rivière qui porte le nom de la commune de Ndjili. L'on a parlé d'un bilan lourd, nous l'avions rappelé, au moins 30 décès. Suivez ces constats de Ave Maria Loufankenda et Sylvain Kapombo Bosengele. Le bilan humain est lourd. Le débordement des eaux de la rivière Ndjili a plongé plusieurs milliers de familles dans la tristesse. L'angoisse d'avoir perdu les proches emportés par les eaux, la douleur d'assister impuissamment à la destruction de plusieurs biens de valeur. Les dégâts sont énormes chez nous. Nos véhicules sont tous partis dans les eaux. Mon père est coincé à la maison. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. On a tout perdu. Ces images attestent la gravité de cette crue de la rivière Ndjili. Ici au quartier du Mété des Bonhommes, par exemple, si dimanche 6 avril, les traces des eaux pouvaient atteindre 4 mètres, c'est lundi 7 avril, les eaux ont baissé jusqu'au niveau du tibia. Aujourd'hui, la situation s'améliore par rapport à hier. L'eau s'est diminuée de 4 à 1 mètre. Plusieurs personnes étaient sorties et ont trouvé les quartiers inondés de leur retour. Plusieurs familles sont en difficulté. Les parents sont dans un autre endroit, les enfants sont ailleurs. Pas de communication. Peut-être aujourd'hui, ils vont s'appeler et se voir. Ce Congolais habite la cité côtière de Mouanda. Il était en visite en famille, mais il a tout perdu, voulant avec raison sauver d'abord les vies humaines. Je suis venu de Mouanda rendre visite à mes petites sœurs. Je me suis coïncidé avec ces drames. Je suis commerçant. Je vends des poissons salés, d'huile et autres choses. Tous mes biens sont apportés par les eaux. Tous mes habits, regarde, j'ai porté seulement ce polo d'une manière provisoire. Lundi 7 avril 2025, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a visité les sinistrés de la rivière Ndjili au stade Père Raphaël. Question de vérifier si le gouvernement central a apporté un soutien aux populations touchées. Inondation à Kinshasa
élu député national pour la circonscription électorale de Kindu, nous sommes dans la province du Maniema, Matata Pogno Mapan Augustin plutôt, fait convoquer Judith Suminwa Tuluka, la première ministre actuelle, au niveau de l'Assemblée nationale par une question orale et débat. Maître Cédric Kabea, la première question est de savoir, dans ces types de circonstances, qui est-ce que l'on doit tenir comme premier responsable? Merci beaucoup, M. Eric Izami. Je tiens d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu leurs proches. 30 décès, c'est quand même un nombre assez important. C'est énorme, oui. C'est vraiment très important, ce nombre, c'est assez important et énorme. Nous présentons les condoléances. De prime abord, j'aimerais dire que la responsabilité dans ce cas, d'abord, c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, l'État doit prendre cette responsabilité parce que dans son pouvoir régalien, c'est de protéger sa population, de pouvoir les protéger et les mettre dans des conditions qui leur permettent à mieux vivre. C'est ça les responsabilités de l'État. Et dans ces responsabilités-là, vous savez, l'État, c'est un ensemble, c'est un tout. Et plus particulièrement, il y a des ministères, pour ma part, dans le cas pratique, il y a des ministres normalement qui devraient démissionner. Lequel? Qui devraient démissionner. Il y a 3 ministères. Il y a le ministère de l'Urbanisme et Habitat, il y a le ministère des Affaires foncières et il y a le ministère de l'Aménagement du territoire. Et quand vous le dites, c'est à quel niveau? Au niveau provincial ou au niveau central? Au niveau d'abord national, au niveau national, parce que la politique, c'est la politique nationale qui est prise dans son sens général, et la politique provinciale, parce que le ministre provincial aussi a ses ministres de l'urbanisme, il a ses ministres qui gèrent les affaires foncières. Donc lui, il prend la politique de l'urbanisme national et par rapport à son secteur, par rapport à sa province, il les met en pratique. Donc cela veut dire que d'abord il y a le national et il y a le provincial, parce que tous doivent, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Ils auraient dû prévoir, mais malheureusement, ils ont brillé par une inexistence en fait de prévision. Parce qu'à ce stade, point n'est besoin de rappeler aux gens que la Mételsat, il y a plus d'1 mois, a alerté cette situation. Et justement, ils passent par la Mételsat pour dire qu'ils avaient quand même dit à la population de prendre des dispositions parce qu'il y aura des pluies diluviennes qui vont déranger les vécus quotidiens de la population. Et celle-ci n'a pas prêté attention peut-être à ce que disait la Mételsat avant. S'il vous plaît, monsieur Eric Izami, vous savez, deux fois, nous parlons de l'État, nous parlons de questions d'État, nous parlons de questions des vies humaines, comme si c'était du cacahuète au coin de la rue. Non. Aujourd'hui, qui peut nous prouver par quels moyens, que ce soit le gouvernement national, que ce soit le gouvernement provincial, qui tous ont pris des précautions par rapport à ce qui pouvait advenir? Qui ne sait pas que lorsque la Mételsat a parlé de cette situation, d'abord les populations les plus touchées, ce sont les populations riveraines, les populations qui sont au bord de rivières. Quel est le mécanisme qui avait été mis en place? Qui est allé vers ces populations pour les sensibiliser? Qu'en ce moment, si vous devriez prendre des précautions, ne pas rester au bord du lit de rivière. Personne, monsieur Eric, des amis. Donc, vous savez, c'est bien beau de passer, de faire le populisme, mais franchement, je suis déçu. Et moi, je pense qu'on peut se regarder les yeux dans les yeux. Les autorités étaient à autre chose. Elles étaient à autre chose. Les uns disent qu'ils étaient plutôt focus sur ce qui se passe au niveau de consultation pour la formation. Et effectivement, c'est ça que je dis autre chose, parce que la consultation, c'est leur poste, c'est leur pouvoir, et non pas la population. Et justement, à l'occasion de la journée internationale de la santé célébrée aujourd'hui, donc sous le thème « Une bonne santé et à la naissance pour un avenir plein d'espoir », le ministre congolais de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, en a fait d'une pierre 2 coups. D'un côté, en rappelant l'importance de ces secteurs face aux multiples phénomènes naturels, et de l'autre, en donnant le bilan des inondations, des pluies diluviennes du vendredi à samedi à Kinshasa. À ces sujets, il faut dire que 5000 familles ont été touchées par cette catastrophe
regrettable. Face à cette crise, la prise en charge médicale est assurée, dit le membre du gouvernement, pour 10 000 personnes. Pourtant, l'approvisionnement alimentaire concerne 2000 personnes sur le site de l'Institut Lumumba, où 300 personnes y ont été accueillies depuis dimanche, hier donc, 6 avril 2025, en collaboration avec ses partenaires. Le gouvernement central, dirigé par Mme Soumi Nwatuluka, a pris en charge gratuitement les soins de santé des sinistrés. Il faut dire que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF ont fourni des tentes et des latrines pour soutenir tant soit peu une vie acceptable sur le terrain. Pensez-vous que quand le gouvernement dit ici avoir pris, par exemple, 5000 familles ont été touchées, c'est vrai, mais 10 000 personnes peuvent être approvisionnées et puis être nourries, 2000 personnes sur les sites au niveau de Lumumba. Pensez-vous que c'était efficace par rapport à l'ampleur de dégâts de ces inondations? Je vous dis simplement que ça, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan. Pourquoi je dis ça? Je veux d'abord préciser quelles sont les missions du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Lorsque dans l'ordonnance portant répartition de pouvoir au sein des ministères, là, on parle de la police des règles de l'urbanisme et de l'habitat. Lorsqu'on dit qu'il fait la police, c'est quoi la police? Descendre sur le terrain. Descendre sur le terrain. Voir là où les gens ont construit, alors qu'ils ne devraient pas construire. L'État a le pouvoir régalien de pouvoir contraindre les gens à ne pas faire X ou Y chose. Ce qui n'est pas visiblement fait. Mais ce qui n'est pas visiblement fait. Ils sont là que pour prendre les frais des autorisations de bâtir. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui construisent sans autorisation. Mais où est cette police? Où est cette police? Et je vais sur la question que vous aviez posée. Monsieur Eric Izami, je veux vous dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait de structurel. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'aujourd'hui, des familles ont passé 48 heures sans eau, sans électricité, sans à manger, perchés sur le toit de leur foyer. Et je vous dis vrai, le corps, aujourd'hui, je suis déçu qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas de mécanisme de sauvetage. Sous autres cieux, le corps de le sapeur-pompier, c'est un corps. Ce n'est pas seulement les pilons, pour aller asperger de l'eau dans un feu, non. Le sapeur-pompier, c'est tout un corps de sauvetage. Mais qui ne se développe pas malheureusement chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il peut y avoir une catastrophe naturelle. Ils sont habilités et formés dans des circonstances comme ça à aller évacuer des personnes qui sont dans des situations difficiles et les mettre à l'abri. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui n'ont pas pu tenir. Il y a de ceux qui sont morts par des circonstances parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Et aujourd'hui, le corps de sapeurs-pompiers est inexistant en République démocratique du Congo. Et vous voyez maintenant les conséquences. Et les gens ont passé la nuit perchés sur le toit de leur maison, sans eau, sans nourriture, pendant près de 48 heures. Et entre-temps, il faut dire que la République démocratique du Congo a présenté sa stratégie de diversification des investissements à Abu Dhabi dans le cadre de l'Annual Investment Meeting Congress 2025. La RDC a détaillé sa stratégie en effet de transformation économique devant un nombre impressionnant d'investisseurs internationaux. La délégation est conduite par Judith Suminwa Nwatuluka, première ministre de la RDC, qui a exposé sur les mesures concrètes pour réduire la dépendance au secteur minier qui pèse encore lourdement sur l'économie nationale congolaise. 3 secteurs sont à prioriser pour assurer l'équilibre de l'économie: les infrastructures, bâtiments, travaux publics. L'énergie et l'industrialisation constituent le 2e secteur. Et le numérique et services émergents viennent à la 3e position. Judith Suminwa Nwatuluka, première ministre, s'est engagée à réaliser ou à booster jusqu'au bout les réformes, à amener jusqu'au bout les réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires en RDC. Aussi, son gouvernement ratisse large pour développer des partenariats stratégiques avec les puissances économiques. En mission officielle à Dar es Salaam, cette fois-ci en Tanzanie, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwajamvita, a discuté avec le ministre tanzanien de la Défense, Stergomena
l'Arwens Tax pour la relance de la coopération bilatérale entre Dar es Salaam et Kinshasa en matière militaire. Suivez ces commentaires de Pascal Lokolo, Mandi Kouyala Mbosso. Maître Guy Kabongo Mwandiamvita a, au nom du gouvernement congolais, reformulé les besoins de poursuivre la formation des officiers cadres. Les enjeux de la coopération militaire entre nos deux pays sont multiples. La dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC implique l'instabilité dans toutes les régions des Grands Lacs. La coopération militaire bilatérale souhaitée vise la modernisation et le renforcement des capacités des FARDC. Nous exprimons les besoins de bénéficier de votre expertise pour la formation de nos cadres afin d'assurer l'encadrement des troupes, a souligné le patron de la défense nationale, rappelant les précédentes coopérations en matière de formation des officiers à l'académie militaire et à l'école des commandements et d'état-major, ainsi que celle des bataillons d'artillerie des campagnes en 2023, dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la montée en puissance des FARDC. Maître Guy Kabongo souhaite redynamiser les FARDC par le renforcement des capacités, d'où la nécessité de la relance de la coopération en matière de défense, signée à Dar es Salaam le 14 septembre 2022. Les deux parties projettent donc de mettre sur pied un comité de suivi chargé d'étudier les modalités pratiques de cette coopération. Présentant au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka les condoléances du gouvernement congolais au peuple tanzanien pour les militaires tombés sur les champs de bataille pour la liberté du peuple congolais, le numéro 1 de la défense nationale a également salué le soutien indéfectible de la République unie de la Tanzanie à la République démocratique du Congo pour un retour de la paix durable. Alors, Cédric Kabea, on revient sur ce plateau pour demander et poser la question de savoir, ces inondations relancent plusieurs débats, notamment l'éducation de nos enfants pour apprendre des petits gestes de sauvetage, comme un peu au niveau de la Croix-Rouge, et puis la question des assurances, lorsqu'on arrive à perdre dans des cataclysmes comme ça, naturels, qu'est-ce qu'on fait pour indemniser les gens? Selon vous, comment ça devrait s'organiser pour que demain nous ne puissions pas, parce que la maîtresse a bien dit, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, il y aura encore d'autres pluies diluviennes. Effectivement, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, il y a encore des pluies diluviennes, il y a encore des catastrophes qui vont arriver, qu'il faut déjà prévoir. Et aujourd'hui là, je me pose la question, quelles sont les mesures prises? Jusqu'à présent, rien du tout. Quelles sont les mesures prises pour prévoir, pour prévenir? Parce que c'est ça le problème. Et effectivement, il y a des personnes, on nous parle de 5000 personnes. C'est rien. Les gymnases, le nombre de personnes qu'il y a là, c'est moins que les personnes qui sont encore restées dans leur maison, dans leur foyer, qui sont encore restées dans leur coin. Donc, comme vous le dites, ça relance beaucoup de questions. La question de la formation des enfants, est-ce que on arrive à former des gens par rapport à ce genre de situations? Les gestes de premier secours? Visiblement non. Visiblement non. Et deuxièmement, on pose la question de l'indemnisation. Nous savons tous qu'il n'y a pas de culture d'assurance. Mais moi, je veux dire une chose, on ne doit pas se leurrer. La plupart de ces populations avoisinantes, ce sont des populations à maigre revenu. Et dites-moi, déjà, une personne qui, sa rémunération est de $300, vous allez lui demander de pouvoir payer une assurance tout risque qui te coûte 5 000, 6 000 $. Par quel ou 10 000 $. Par quelle magie? Même si on est allé, cette assurance-là, comme en Europe, par exemple, on paye mensuellement. C'est automatique dans ton salaire, dès qu'on te paye, on coupe l'assurance mensuellement. Ça permet aux gens de respirer. Mais avec $300, comment il arrivera à payer? Et ça, l'État doit revoir la question du pouvoir d'achat de la population, afin de permettre à la population d'arriver à faire face à tout ce besoin régalien, toute éventualité. Et c'est ça la problématique. Donc aujourd'hui, l'État doit se prendre en charge. Il doit arriver à indemniser ces personnes qui ont perdu. Ce n'est pas par leur volonté, c'est un cas de force majeure. C'est une situation qui est arrivée. L'État doit quand même les assister
parce que c'est ça l'État. Il doit les assister, les venir en aide pour ce qu'ils ont perdu, mais il doit prévoir pour que demain, ils ne puissent pas les assister. Nos autorités doivent prendre en charge, doivent faire en sorte que la population ait un pouvoir d'achat lui permettant à pouvoir se payer une assurance, se prévenir toutes ces éventuelles situations qui peuvent arriver. Débuté le 31 mars 2025 à l'Edia Hotel, nous sommes à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les travaux de l'atelier d'élaboration de mesures d'application du décret d'institutionnalisation de centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge holistique des survivants et survivantes de violences basées sur le genre se sont clôturés le 5 avril dernier au même endroit. L'objectif a été atteint et le cap est désormais mis sur le plaidoyer en vue de la signature des arrêtés produits par les experts. Polydor Ngaziami, notre envoyé spécial à Matadi. Réunis en atelier du 31 mars au 5 avril 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les experts des ministères sectoriels, de la société civile et les partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, le BCNUDH et l'UNFPA, sont parvenus, à l'issue des échanges et travaux en groupe, à élaborer, sous forme de projet d'arrêté, des mesures d'application du décret portant institutionnalisation des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge holistique des survivantes et survivants des violences basées sur les genres en RDC. Les 5 jours de travaux ont pu aboutir aux résultats, aux objectifs qui étaient fixés. C'était l'élaboration des instruments juridiques pour la mise en œuvre de l'arrêté qui était signé par le Premier ministre concernant l'institutionnalisation de CICM. Donc, il a fallu que nous puissions travailler dur pendant ces 5 jours, que nous puissions avoir les arrêtés qu'il faut pour que le CICM puisse fonctionner maintenant comme il se doit, selon les normes établies par le gouvernement. Associés à ces travaux qui se sont déroulés à l'Edia Hotel, les délégués provinciaux en sont sortis ragaillardis, satisfaits de leur participation. C'est vrai que plusieurs arrêtés ont été élaborés sans l'implication des provinces et nous avons tout simplement subi la pression ou les inputs des autres qui ont participé aux travaux. Mais cette fois-là, nous avons été très contents parce que je me dis, j'ai représenté toutes mes collègues des autres provinces parce que nous avons apporté nos inputs, nous nous sommes retrouvés dans les arrêtés et ce qui va permettre un bon fonctionnement des structures plutôt qu'on devra mettre en place, notamment les CISM, mais aussi les comités provinciaux et les comités locaux qui seront mis en place. Les mesures d'application du décret numéro 23/09 du 22 février 2023 portant création, organisation et fonctionnement des CISM en République démocratique du Congo étant élaborées, il ne reste plus qu'à obtenir l'approbation de la ministre du Genre, Famille et Enfants pour la signature après soumission du projet d'arrêté portant sur ces mesures au Conseil des ministres. Pour ce, il faut un plaidoyer auprès de la hiérarchie afin que soit signé en urgence cet important arrêté. Il faut retenir que les participants à l'atelier ont aussi élaboré des projets d'arrêté portant désignation et nomination des membres des comités nationaux, provinciaux et locaux de coordination des centres intégrés des services multisectoriels CISM en République démocratique du Congo. Province encore, cette fois-ci nous quittons le Congo central pour aller à la Tchop pour la plus vaste parmi les 26 pour vous dire que pour fonctionner à plein régime, l'hôpital général de référence des Piengue éprouve d'énormes difficultés telles que nous l'atteste son médecin directeur Léon Mboula qui est ici au micro de notre correspondant sur place à Kisangani Boyoma Singamombe, Blaise Moussa. L'hôpital général de référence d'Opiengue éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement. La prise en charge des patients pose aussi problème, comme l'a souligné le docteur Léon Mboula, médecin directeur de cette structure sanitaire. Ce constat alarmant a été fait lors d'une récente visite d'une délégation mixte composée du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. C'est au cours de cette visite que les besoins essentiels de l'hôpital ont été mis en lumière. Ici, nous recevons beaucoup de malades, surtout les enfants, des femmes enceintes et d'autres catégories. Et la particularité ici chez nous à Opiengue est que beaucoup de malades que nous recevons fuient les atrocités de guerre, ce sont des déplacés.
et nous sommes obligés de les prendre en charge. Pour le moment, nous avons enregistré plus de 100 malades qu'on a soignés, opérés gratuitement, dont les coûts s'élèvent à environ $2000. Et cela constitue un manque à gagner pour l'hôpital. Le docteur Léon Boula a lancé un appel urgent de l'aide au gouvernement de la République pour faire face aux énormes défis qui se posent à l'hôpital. Nous demandons à notre gouvernement de songer à Opieng et particulièrement à l'hôpital général de référence d'Opieng, qui manque d'infrastructures adéquates. Nous n'avons que 2 pavillons, là où on concentre tous les malades. Notre souci est d'élargir cela, d'avoir 4 pavillons selon les services. Aussi, d'approvisionner l'hôpital en médicaments essentiels de première nécessité pour venir en aide aux malades. Situé à 300 km dans le territoire de Bafasende, l'hôpital général de référence d'Opieng joue un rôle crucial dans la prise en charge sanitaire de cette zone. L'hôpital dispense 5 services essentiels, la gynécologie, les médecines internes, la pédiatrie, la chirurgie et les laboratoires. Il est important de rappeler que l'hôpital général de référence d'Opieng a été victime de pillages lors de la guerre de 2017. En vue de témoigner leur solidarité aux vaillants soldats des FRDC le Ouazalendou, les agents et cadres du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont organisé une journée de collecte de sang lundi 7 avril 2025, aujourd'hui donc, présidée par le secrétaire général Mongoposi Sanja. Cette activité a connu la participation de plusieurs agents du secrétariat général. Pascal Lokolo, Patimbouzi vont y revenir demain. L'affaire Kamena pour degré d'appel devant la haute cour militaire, le ministère public a requis la peine de mort à l'encontre de 20 prévenus. Au nombre de 25, ces accusés ont été condamnés au premier degré pour plusieurs préventions, dont le meurtre de 2 experts des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michael Sharp, au village Moyo Mossoula, dans la partie est de la République démocratique du Congo. En attendant que nous ayons des images, nous allons y revenir. Entre-temps, cher Cédric Kabea, on a parlé ici de la responsabilité. Mais notre État a opté pour la décentralisation à 3 niveaux. Il y a les centrales, le provincial et puis les entités territoriales décentralisées. Ici, aujourd'hui, avec ces inondations de Kinshasa, qui portera l'étoffe du premier responsable pour, par exemple, venir en aide aux familles qui pleurent le leur aujourd'hui? Mais c'est ça la question, en fait, même la raison de la décentralisation. C'est pour que d'abord le gouvernement provincial qui est là vienne d'abord en premier. Et vous avez vu, le gouvernement provincial, quelle est l'action menée? C'était la visite du gouverneur sur un hors-bord qui est déjà même défectué, et il a risqué même lui-même. Honte. Alors, deuxième préoccupation. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure relier l'Est de la capitale et l'Ouest. Vers la route. Ça repose encore la question de pouvoir relier la voirie reliant l'Est et l'Ouest, parce que actuellement, comme vous avez vu, sans cette route du boulevard Lumumba, on ne sera pas relié. Et effectivement, il y a aussi la question du balisage du fleuve. Aujourd'hui, on a vu l'importance du balisage du fleuve. Et ce qui fait qu'on ne sait pas baliser le fleuve de Kinshasa, de la capitale du centre-ville, vers l'est du pays, de la ville de Kinshasa. Donc c'est vraiment des questions qui doivent interpeller nos autorités pour pouvoir focaliser leurs énergies sur ce qu'il y a de l'essentiel pour la population de la ville de Kinshasa et non pas sur leurs intérêts personnels. Nous, par exemple, au niveau de médias, nous allons dire qu'on a toujours dit ça, mais on a l'impression que la solution ne vient toujours pas. Ça serait quoi la recette, selon vous, pour que cette fois-ci, l'autorité puisse regarder cette préoccupation et puis donner la... Vous devriez parler pour la population. Continuez, insistez. Je vous dis, un jour, on écoutera. Aujourd'hui, la Mételsat avait parlé. Mais aujourd'hui, on rappelle que la Mételsat, vous aviez dit quelque chose. Demain, on dira, Eric Izami avait interpellé. Sa partie orientale, crise générée par l'agression rwandaise. L'effort de tout Congolais et de toutes les institutions compte. Envie de témoigner leur solidarité aux compatriotes victimes des atrocités de cette agression,
Les agents et cadres du secrétariat général du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont donné de leur sang lundi 7 avril 2025. Ces dons de sang vont aider les éléments de FRDC et les Wazalendo qui sont au front. Il répond aussi à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisé par le ministère de la Santé à travers une campagne de dons de sang pour les héros tombés sur les champs de bataille. Le pays m'a donné la vie, m'a donné tout ce que j'ai. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Pour témoigner de mon amour pour mon pays, nous avons jugé bon d'aider nos frères Wazalendo qui sont au front, ainsi que nos FARDC, en leur donnant ce que le pays nous a donné de plus. Parce que la vie appartient dans le sang. C'est pourquoi nous avons jugé bon, si nous donnons nos sang, c'est une façon de témoigner de l'amour pour notre pays. Il faut dire que ces poches de sang seront envoyées à Goma en toute sécurité pour servir à redonner la vie aux voyants FARDC et Wazalendo qui servent sous les drapeaux. Et justement, j'avais demandé les images en rapport avec l'affaire Kamena Sampo au degré d'appel devant la haute cour militaire. Le ministère public a requis la peine de mort à l'encontre de 20 prévenus. Au nombre de 25, ces accusés ont été condamnés au premier degré pour plusieurs préventions, dont le meurtre de 2 experts des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michael Sharp. On voit ça en image avec Sylvain Kapombobo Sengele. La peine de mort a été requise jeudi 3 avril 2025 par le ministère public à l'encontre des 20 prévenus sur 25 jugés en matière répressive au degré d'appel lors de l'audience de la haute cour militaire tenue à la prison militaire d'Endolo au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions en ce qui concerne les condamnés à la peine de mort, de constater, n'est-ce pas, les décès des prévenus décédés en cours d'instance et en conséquence ordonner l'extinction de l'action publique afin que la terre de nos ancêtres leur reste toujours légère et douce pour l'éternité. En effet, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Raphaël Mukuta Andondo, a dans son réquisitoire émis le vœu de voir la haute cour militaire se déclarer compétente à l'égard de tous les appelants, de connaître tous les faits infractionnels mis à leur charge, sauf l'infraction des crimes de guerre par mutilation retenus par les premiers juges et les en acquittés de cette prévention. Il faut rappeler ici que ces prévenus, présumés membres du mouvement insurrectionnel Kamwena Sapu, ont été reconnus coupables de plusieurs faits par les premiers juges, notamment la mort des 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaina Catalan, en mission dans la partie est de la RDC. Maître Sedi Kabeya, on va terminer ce journal, mais un mot, un souhait par rapport aux autorités qui vont vous écouter. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que ce que nous devrions demander aux autorités, c'est de vraiment regarder les réels problèmes de la population. Toucher le cœur du problème et non pas faire des histoires de semblants et autres. Les problèmes qu'il y a ici qui sont relevés, nous avons la question de relier la partie Est et Ouest. Nous avons le réel problème de pouvoir, la rapidité sur le sauvetage en cas de catastrophe naturelle. Organisons un service de sapeurs-pompiers capable de venir en sauvetage envers les populations qui sont en détresse. Nous avions encore vu la question du balisage du fleuve qui peut permettre l'évacuation ou le mouvement de la population de l'Est vers l'Ouest au lieu de rester qu'avec la route Lumumba qui aujourd'hui nous a démontré que c'est un sérieux problème. Et ensuite, nous demandons au gouvernement provincial ainsi qu'au gouvernement central d'avoir un programme sur les développements de la province, un programme sur les questions qui touchent par exemple les personnes riveraines. S'il y a question de pouvoir les délocaliser, trouver un endroit où aménager pour le mettre, cela sera un plan solide et non pas venir en secours, les loger et demain ce sera le même problème. Mesdames et messieurs, ce journal va se clôturer, mais avant de nous séparer, on voici le principal titre. Les inondations de la rivière Njili ont hélas occasionné mort d'hommes, perte de biens de valeur
et ont laissé désolation dans plus d'une famille. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé à leur chevet lundi 7 avril au stade Père Raphaël de la Kétule pour un soutien voulu mais moral. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.